toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cet après-midi du Forum de la Résilience, nouvelle édition 2021. Nous avons évoqué de très nombreux enjeux depuis hier, nature, biodiversité, risques industriels, nous avons parlé économie, mais il est temps de faire un focus sur ce sujet qui finalement apparaît en filigrane depuis le début de nos échanges, la question du climat. Du global au local, l'impact du changement climatique sur la Seine, c'est le thème qui nous réunit. Et pour en parler, j'ai la chance d'être entourée de 4 invités. Émilie Gascon, bonjour. Vous êtes architecte à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles et vous travaillez notamment beaucoup sur les questions de l'eau et de l'eau en particulier en milieu urbain. Donc on va apprendre de vos travaux de recherche ensemble. À vos côtés, Benoît Léniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue, expert du GIEC et président du groupe d'experts sur le climat local. On va découvrir avec vous justement ce chemin du global au local. À vos côtés, Jean-Luc Léger, bonjour. Vous êtes le président du Conseil économique, social, environnemental de Normandie et en 2020, vous avez publié un rapport sur les enjeux climatiques que l'on explorera ensemble. Et puis enfin, Frédéric Rossano, bonjour. Vous êtes paysagiste, urbaniste, maître de conférences à l'École d'architecture de Strasbourg, auteur de plusieurs livres, dont notamment Vivre avec les crues en temps de changement climatique, La part de l'eau, et puis également un petit livre qui est là, que vous avez coécrit, De la ville-port à la métropole fluviale, dans la collection Popsu, où vous vous intéressez en particulier au territoire de Strasbourg. Et c'est toujours intéressant pour nous, territoire métropole de Rouen, d'aller comprendre ce qui se joue ailleurs pour apprendre de ces expériences. Alors pour commencer, forcément, du global au local, Benoît Léniel, j'ai envie de commencer avec vous. On a beaucoup entendu parler, et c'est tant mieux, du dernier rapport du GIEC paru au début du mois d'août. Cette parution, c'est le premier volet d'un rapport plus complet qui arrivera en 2022. Quoi de nouveau dans ce rapport et qui va nous intéresser particulièrement à l'échelle de notre territoire métropolitain ? Alors, si je dois mettre en avant 2 éléments de ce rapport, qui ont été mis en avant dans le communiqué de presse, c'est notamment les 1,5 degrés. Sur les scénarios les plus optimistes, on était partis, les scientifiques, et dans le cadre de la COP21, sur essayer de limiter l'élévation de température à 1,5 degré, mais à horizon 2100. Et vu les émissions de gaz à effet de serre actuelles, ce 1,5 degré, il sera atteint dans 20 ans. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément que je mettrai en avant. Le deuxième, c'est que par rapport au précédent rapport, il y a toute une étude plus sur les risques à des échelles régionales. Alors attention, quand on dit échelle régionale, c'est des échelles macro-régionales, c'est-à-dire que on a découpé le monde en 45 grandes régions. Mais ça donne vraiment des indications intéressantes qu'on n'avait pas forcément dans les précédents rapports sur tout ce qui est événements extrêmes et risques associés. Voilà. C'est vraiment ces 2 éléments que je mettrai en avant. Et le risque, la question du risque et du multirisque, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est extrêmement important. Vous en parliez déjà l'année passée et les choses avancent sur ce sujet. Ce changement climatique, Émilie Gascon, en termes d'impact, vous me disiez, on peut parler d'impact total. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Oui, alors pour recadrer en fait ce propos, donc moi je suis architecte qui pratique, recherche, analyse et enseigne le projet urbain. Et donc dans ce cadre, on peut dire que l'impact il couvre toute la ligne de la perception du territoire jusqu'à sa fabrique, que ce soit en termes de recherche ou même d'opérationnalité. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et alors, qu'est-ce qui peut avoir l'impression de changer ? Déjà, cette perception, si on devait un peu la caractériser, on a eu une sensation qu'au XXe siècle, l'homme contrôlait la nature. Et là, la réponse au XXIe, c'est non, la nature, on s'entend, nature, culture, à voir. Mais elle reprend plus d'impact. Elle montre les limites d'un raisonnement mécanique, d'ingénierie. On en arrive aux limites, en fait, tout simplement.
Et donc, l'impact de cet événement, même si on pourrait parler aussi de sa diffusion, puisqu'on va principalement parler de changement climatique, mais c'est pour ça que je posais le cadre du projet urbain. C'est pas que le changement climatique, c'est aussi l'effondrement de la biodiversité, la montée de l'urbanisation, la croissance démographique. Donc, d'un point de vue pratique, recherche sur le projet urbain, l'impact n'est pas que le changement climatique, mais tous les événements, les mécanismes en cours au XXIe siècle. Et ça va de la perception du territoire, qui n'est plus un territoire stérile, mais un territoire dynamique. Ça va à la perception des saisons, où il y en a... Bon, est-ce qu'il y a encore des saisons? Certains diront oui, certains diront non. Et ça va jusqu'à la fabrique, dont on pourra parler, je pense, un peu plus à même plus tard. Absolument. Je voulais dès maintenant venir sur cette notion d'impact total, parce qu'on comprend que l'appréhension de ces changements, elle doit imbriquer un certain nombre de dimensions. Si Benoît Léniel, on parle des impacts sur la ressource en eau, il faut en mesurer les différentes dimensions. Est-ce que vous pouvez justement rappeler peut-être certaines de ces dimensions? Uniquement sur la ressource en eau ou sur sur la ressource en eau, et puis après, oui. évidemment, on va ouvrir. Moi, je prends plutôt souvent l'exemple justement de l'axe Seine et des inondations, puisque on comprend qu'à partir du moment où vous avez le changement climatique, je rejoins ce que vous avez dit, mais le changement climatique va exacerber les problèmes, notamment certains problèmes, et il va être un accélérateur. Et le bon exemple, c'est effectivement désolé, je vais parler plutôt du multirisque, là, mais plus que la ressource en eau. C'est que, vous voyez, le changement climatique, de par les événements extrêmes qu'il va engendrer, va entraîner des inondations avec des effets sanitaires directs, des problèmes sur un certain nombre de sites industriels qui peuvent entraîner aussi un risque sanitaire. Et puis, bien évidemment, se pose la question de l'économie de l'axe Seine. Donc, vous voyez, quand on parle je trouve que c'est le bon exemple pour montrer que tout est imbriqué et après, il faut trouver les mesures les plus adaptées, mais en intégrant tout le système. Et c'est ça toute la complexité. Pour revenir à l'eau tout de même, oui. Parce que c'est vrai qu'on pense, on a pu évoquer les enjeux du niveau d'étiage de la Seine, mais il faut bien connecter ce qui se passe sur la Seine, ce qui se passe dans les nappes, ce qui se passe sur le littoral. Mais c'est comme le risque, on a l'habitude de travailler en silo, et là typiquement quand vous travaillez sur la ressource en eau, à un moment donné il ne faut plus travailler en silo, il ne faut pas travailler que sur les eaux de surface, sur la Seine et les affluents, travailler que sur le souterrain et la mer, c'est une erreur. Typiquement, tout ça est aussi imbriqué, c'est-à-dire que effectivement, vous n'aurez pas les mêmes impacts quand vous avez une élévation du niveau des mers, une tempête, si le débit est faible ou le débit est fort, si vos nappes sont hautes ou basses. Et là, il y a encore beaucoup d'études scientifiques à mener, notamment en termes de modélisation. Actuellement, même sur les projections, quand on donne les inondations, il y a encore beaucoup d'incertitudes parce qu'on n'arrive pas à modéliser toutes ces interactions entre tous ces stocks d'eau, finalement. Alors, ayant ça en tête, j'aimerais qu'on se pose la question de l'outillage pour répondre à ces impacts sur le changement climatique, en abordant plusieurs dimensions. Pour parler, peut-être continuer à évoquer l'eau, Frédéric Rossano, est-ce que aujourd'hui la culture de l'eau est suffisamment partagée pour que justement on puisse avoir cette appréhension globale et qu'on la regarde autrement? Je vais vous faire une réponse peut-être un peu paradoxale. Elle est peut-être trop partagée et pas assez. C'est-à-dire que à vouloir globaliser le dérèglement climatique et à vouloir se mobiliser à l'échelle planétaire, on a aussi tendance à vouloir globaliser des réponses qui ne sont pas valables partout. Il y a comme ça un peu des amuseurs publics aux Pays-Bas qui parlaient de klimaatverbetering, donc d'amélioration climatique. Parce qu'en l'occurrence, les Pays-Bas font des économies en chauffage grâce au changement climatique. Donc je pense qu'il est dangereux. Alors je me fais absolument pas... je vous vois acquiescer. Donc je pense la culture de l'eau, elle devrait être avant tout locale.
Et dans ce localisme, si je peux appeler ça comme ça, il devrait y avoir des liens. C'est-à-dire il y a des territoires cousins, et il est intéressant de rapprocher l'estuaire de la Seine de l'estuaire du Rhin ou de l'estuaire du Rhône. Par contre, ça n'a aucun intérêt de dire qu'en gros que le problème dans les montagnes suisses est le même que dans les estuaires. Donc oui, développons la culture de l'eau, mais pensons-la de manière à l'échelle de ces fameuses régions, pour éviter en fait de faire des mauvais choix ou de partir sur des voies de garage. Et là, je pourrais citer un exemple aussi, par exemple, d'un certain architecte hollandais qui disait il faut repeindre toute la Hollande, toutes les maisons en blanc, parce qu'il va faire trop chaud. Bon, la température moyenne en Hollande, c'est 17 degrés. Donc avant qu'il fasse trop chaud, on a encore quelques siècles devant nous, quoi. Voilà. Espérons qu'on a ces siècles devant nous. On reviendra tout à l'heure plus précisément sur des retours d'expérience que vous pourrez partager avec nous, mais continuons sur l'outillage. L'outillage, j'aimerais qu'on en parle aussi, Jean-Luc Léger, parce que dans ce rapport que vous avez publié en 2020, avant de rentrer sur des propositions peut-être plus spécifiques que vous faites aux décideurs et aux élus et aux territoires en particulier, vous consacrez toute une partie du document à se dire il faut s'outiller, il faut de l'ingénierie, etc. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Oui, rapidement, le Césaire, qu'est-ce que c'est? Oui, il faut le niveau le régional est la seule collectivité territoriale en France où il y a 2 assemblées. L'assemblée que vous connaissez tous, qui est le conseil régional, et l'assemblée que vous ne connaissez pas du tout ou seulement un peu, c'est le Conseil économique, social et environnemental composé de représentants, je schématise, patronaux, syndicaux, associatifs, et l'enseignement supérieur et la recherche en font partie également. La vocation du Césaire sur quasiment tous les travaux que nous entreprenons, c'est à un moment d'avoir un regard sur la gouvernance, sur les collectivités territoriales, quel rôle peuvent-elles jouer pour travailler sur les mobilités, pour travailler... Donc évidemment, lorsqu'on aborde la question du changement climatique et des conséquences, des effets, c'est quel rôle les élus locaux peuvent avoir vis-à-vis de la population, à une condition, c'est qu'il y ait à disposition des élus locaux de l'ingénierie. Car un élu local, par définition, il n'est pas élu local parce qu'il est compétent sur tous les sujets qui seront abordés par la commune, la communauté de communes, ou département ou région. Il est là parce qu'il a eu une volonté, qu'il a été élu sur un projet ou non. Enfin bref, sur des considérations qui n'ont pas grand-chose à voir avec les défis qui vont être devant l'élu et surtout vis-à-vis de la population. Et on parle tout autant de global que de local, mais même au niveau local, il faut parler de global, ou il faut parler de système. Et donc c'est éminemment complexe. Or, imaginons une communauté de communes rurale, sans donner de nom particulièrement, mais avec un nombre de communes peut-être important, mais avec une organisation administrative extrêmement limitée, parce que les moyens financiers sont aussi limités. Et là, il est important de doter de la collectivité d'une ingénierie. Je vais prendre un exemple. Il faut aussi de la coopération, donc de la coopération pour financer cette ingénierie, mais de la coopération aussi pour imaginer les projets. Un des leviers possibles d'action du changement par rapport aux défis du changement climatique, ce sont les mobilités. Les EPCI ont pris compétence, à 3 exceptions près en Normandie, ont pris compétence pour être autorité organisatrice des mobilités. Lorsqu'on n'a pas de voie ferrée sur le territoire, lorsqu'on a un bus qui va vers Caen ou Rouen dans la journée, et que ça se limite à cela, qu'est-ce que veut dire autorité organisatrice des mobilités? Eh bien ça aussi, il faut de l'ingénierie. Puis il faut de l'ingénierie, enfin, sur le travail avec la population. Car cela modifie, et j'y reviendrai sûrement, ça modifie radicalement le rôle de l'élu local, qui jusqu'ici, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est de gérer des services. Et d'ailleurs, l'élu local, en général, gère très bien les services. La Chambre régionale des comptes épingle rarement des collectivités territoriales. Et là, on va lui demander autre chose. On va lui demander, et ce matin, sur les risques industriels, c'était exactement le même débat. Comment on va animer le territoire, animer la population, pour que la population agisse
et pas seulement réagissent, car quand on est dans le mode réaction, là, il est trop tard, agissent pour limiter les effets, pour les prévenir, pour avoir le comportement que l'on jugera utile, et de gérer, comme tout à chacun, les injonctions paradoxales qui sont face à nous. Une des propositions que vous faites dans ce rapport, c'est qu'il faut que le climat soit en quelque sorte l'indicateur central d'évaluation de l'ensemble des politiques publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de modélisation, Benoît Léniel, vous pourrez aussi me donner vos avis, Émilie Gascon, Frédéric Rossano, on est équipé pour faire ça, de se dire chaque politique publique, on la regarde à l'aune des enjeux climatiques et on regarde si son impact est positif, s'il n'y a pas des dommages collatéraux qu'on n'a pas imaginés. Est-ce qu'on sait faire ça aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'on est à ce degré de finesse. Alors c'est mon avis personnel. Là encore, je suis loin de tout connaître, et notamment au niveau des collectivités, les outils à disposition pour mener cette réflexion. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on soit à ce degré de finesse, ne serait-ce pour... J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, et ça, j'acquiesçais parce que je suis convaincu de ça. Il va falloir s'adapter au changement climatique. Et l'adaptation, c'est en fonction des spécificités du territoire. Ce n'est pas une adaptation globale, c'est vraiment en fonction des spécificités du territoire. Mais là, on en revient sur l'outil. Encore faut-il avoir l'outil pour avoir cette vue d'ensemble. Et ça, à mon avis, on n'a pas ce degré de finesse. En tout cas, ce qu'on commence à avoir, ce sont les publications du GIEC local. C'est déjà un pas en avant. Je crois que d'ici le début de l'année prochaine, on aura un panel d'études sectorielles, néanmoins transversales, j'imagine, qui permettent d'avoir un aperçu. Oui, parce que j'ai l'habitude de dire, c'est que, notamment sur l'adaptation, je laisse de côté l'atténuation. Sur l'adaptation, il faut savoir à quoi on s'adapte. Et à partir du moment où vous n'avez pas de données scientifiques, vous n'avez pas de base et de socle scientifique solide. Et là, maintenant, on a un socle scientifique solide. Il y a encore des lacunes, mais sur un certain nombre de thèmes qui nous permettent d'avoir au moins cette réflexion commune, commencer justement sur l'adaptation. L'atténuation, bien évidemment, mais aussi sur l'adaptation. Émilie Gascon, là aussi, sur l'utilisation de modèles qui permettent un peu d'évaluer à l'aune du climat. Oui, alors c'est vrai que moi j'avais pas forcément envie là, tout de suite de reparler de modèles, mais de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Si on parle aussi de la question du global local, il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que là par exemple on va parler entre personnes qui sont intéressées par ces sujets, ou alors parfois on va parler entre experts, entre techniciens ou autres. Mais ce ruissellement qui pourrait y avoir aussi entre les avancées de la recherche, les connaissances du GIEC, ça a pris combien de temps pour que des politiques commencent aussi à se dire « je vais aller lire le rapport du GIEC ». On a la même chose aussi, toujours projet urbain, forcément je vais parler de ça, en termes opérationnels, quand on est confronté à des collectivités qui savent qu'il y a des questions, inondations ou autres, mais qui ne maîtrisent pas tout ce que ça engendre derrière, de penser de oui, l'eau va venir, elle viendra, comment, quand. Il y a beaucoup de perceptions en fait qui sont biaisées. De toute façon, tout le monde a des perceptions biaisées, mais je dirais aussi qu'il y a cette question quel est le ruissellement qui fait que même si on avait des évaluations, des modèles, etc., au bout d'un moment, quand on va dessiner un projet, on est face à des personnes qui ont compris qu'il se passait quelque chose, mais qui n'ont pas les outils ou les moyens pour y répondre. Donc il y a peut-être aussi des côtés de modélisation, d'évaluation, mais il y a aussi de la pédagogie, en fait, à un moment à faire. Et on le voit aussi avec des étudiants ou autres. Certains vont savoir un peu ce que c'est que les trames vertes, trames bleues, mais on est en 2020, il faut quand même leur expliquer les impacts de tout ça. Donc oui, des modélisations, des évaluations à des hauts niveaux, mais si on parle du global au local, il faut aussi penser comment ça ruisselle et comment ça devient des choses manipulables et pratiques pour des collectivités qui ont déjà tant à gérer et d'une complexité folle, parce que quand on parle de l'eau, on touche à tout, à peu près. Benoît Léniel, vous voulez compléter ? Oui, je veux bien réagir. Alors,
Je pense que ça a été long de mettre en place ces GIEC, finalement, le GIEC local, mais finalement, on s'aperçoit que malgré tout, en tous les cas, les élus, maintenant, sont à l'écoute et ça va quand même assez vite. Alors, en termes de sensibilisation, mais je vous rejoins en termes de... Quand on parle de pédagogie, moi, je dis souvent, il y a la communication et la sensibilisation, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il faut qu'il y ait du fond et de la formation. Voilà. Il faut qu'à un moment donné qu'on réfléchisse ensemble comment mettre en place des plans de formation pour... parce qu'il faut être formé à ces enjeux-là si on veut prendre les mesures adéquates. Voilà. Alors, dans les outils qu'on a rapidement évoqués, on n'a pas le temps de tout creuser, mais on a évoqué ces enjeux de transversalité, d'une approche systémique. On a évoqué l'ingénierie pour penser et faire les projets. On a parlé de formation, de sensibilisation. Maintenant, regardons comment on adapte le territoire à ces différents enjeux. Mettons les mains dans le cambouis, ici, au Sensis. J'ai envie de commencer avec vous, Frédéric Rossano, peut-être en s'appuyant sur... un exemple, alors je pense d'abord aux Pays-Bas, parce que vous nous avez proposé une carte qui est assez intéressante et qui montre comment vous parlez de négocier l'espace, de prendre, de reprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on voit ici ? Oui, alors ce qu'on voit ici, c'est la ville de Dordrecht, en haut à gauche, et au centre, la région du Biesbosch, ce qui se situe en gros 30 km au sud-ouest de Rotterdam. La frise que vous voyez en haut, en fait, c'est l'histoire de cette zone-là depuis le XIVe siècle, où le Biesbosch était en fait le plus grand polder des Pays-Bas, donc c'était probablement à l'époque le plus grand polder d'Europe. Il y avait une dizaine de villages dans ce polder. Un siècle plus tard, il y a un grand lac. Il y a eu 2 orages qui ont cassé les digues. Toute la zone disparaît sous l'eau. Au fur et à mesure des siècles, on le voit donc du XVIe jusqu'au XIXe siècle, en fait, par simplement le jeu des sédiments, elle se recompose, elle se reconstitue, et elle est recolonisée petit à petit. Jusqu'à l'image de droite où on voit que l'île de Dordrecht s'est recomposée. Dordrecht, c'est une grande ville et une grande ville industrielle, je pense à peu près de la taille de Rouen. Et ce que vous voyez, l'image qui est en couleur, en fait, c'est l'espace du Biesbosch qui vient d'être réouvert il y a quelques années de ça, où en fait on a à nouveau ouvert les digues, c'est-à-dire celles qui avaient été construites au XIXe siècle, pour laisser passer les crues de la rivière. Et ça, c'est un exemple, à mon avis, très édifiant, parce qu'en fait, de quoi il s'agit là ? Il s'agit d'adaptation limitée, c'est-à-dire très clairement, le gouvernement néerlandais a dit on s'adapte au débit qu'on envisage pour 2050, donc on prévoit pour 2050, donc on parle d'adaptation à 30 ans, pour un projet quand même qui, au total, a coûté 2,5 milliards d'euros. Mais on accepte aussi que finalement, il n'y a plus de zéro risque, parce que l'adaptation se joue étape par étape, petit pas par petit pas. Et ça, c'était un grand pas dans les petits pas, mais il est vraiment édifiant. Ce que j'ai représenté également, c'est tout ce qui est en bleu, c'est ce que les Hollandais appellent buitendijks, ce qui veut dire hors digue, et tout ce qui est en jaune, c'est en digue. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, la loi différencie 2 types de territoires aux Pays-Bas, d'une certaine manière, ceux qui sont protégés et ceux qui ne peuvent pas l'être. Et ça, c'est, à mon avis, une distinction qu'on va devoir faire, qu'on va commencer à faire et qu'on va devoir faire, y compris en France, d'accepter qu'il y a des gradations dans le risque et que le zéro risque n'existe plus, s'il n'a jamais existé d'ailleurs. Cette carte semble vous donner envie, Benoît Léniel, c'est vers ce genre de choses qu'il faut qu'on aille très clairement ? C'est très clairement, typiquement ce qu'il faut faire, que ce soit sur la Seine ou le littoral, avec mes collègues, on a l'habitude de dire, de toute façon... quelque part, il faut accepter que l'eau entre dans le territoire. Et les Pays-Bas l'ont très bien compris. Les Japonais aussi, il y a des exemples au Japon, ils l'ont très bien compris. Accepter d'abandonner des portions de territoire à l'eau qui seront des zones tampons pour en protéger d'autres. Voilà. Oui, allez-y Frédéric. Juste le mot abandonné n'est pas juste à mon avis. C'est que là justement ce que vous voyez, c'est qu'il y a toujours des agriculteurs, il y a toujours des habitants, il y a des fermes, il y a des centres de loisirs. Il n'est pas abandonné du tout. Oui, mais dans certains cas, en tous les cas sur le littoral, il est clair qu'il y a des zones où l'eau va rentrer et va rester. Donc, alors quand je dis abandonné, on en fera autre chose, bien évidemment. Ouais. C'est surtout que je trouve qu'il faut éviter la dramatisation où on dit en gros il faut laisser la nature reprendre ses droits. Là, à mon avis, on est dans la poésie. L'Europe de l'Ouest est beaucoup trop densément peuplée, pour qu'on abandonne nos territoires. Par contre, il faut accepter de cohabiter. Et la question, c'est comment, quoi. Alors, Émilie Gascon, vous utilisez, quand on a préparé une expression que j'ai beaucoup aimée, c'est la question de l'urbanisme de saison, qui, je trouve, pose un peu cette idée, une
pincée de poésie pour se dire, ben voilà, mon territoire, en fonction des saisons, il n'a pas la même cartographie, le même visage. Oui, alors déjà pour rebondir aussi sur cette image, faut aussi avoir en tête qu'aux Pays-Bas, ils n'ont pas du tout la même manière de penser le territoire, les risques que nous. On peut faire des comparaisons, mais en ayant en tête que ils n'ont pas de place, bon, toutes les choses. Mais Dordrecht est assez intéressant là-dessus aussi sur la fabrique de ce projet, de ce territoire, parce que c'est une question de... Ils n'ont pas le choix de redonner de la place à l'eau, mais c'est pas non plus un abandon. Déjà, ça fait 20 ans que dans leur tête, ils commencent à accorder de la place plutôt qu'à rendre. Mais dans leur tête, c'est rendre, hein, parce que c'est la digue aux Pays-Bas. Faut avoir un peu cette idée en tête. Mais sur cette fabrique aussi du territoire de Dordrecht, par exemple, il y a universitaires qui ont travaillé avec les pouvoirs politiques, il y a des experts. C'est des microcosmes, en fait, de travail pour produire ce genre c'est pas des plans schéma directeur, mais presque des perceptions. Et quand je parlais d'urbanisme de saison, même si on pourrait dire, oui, mais c'est quelle saison va les Pays-Bas, on pourrait croire qu'ils ont des saisons, mais c'est un peu compliqué, parce qu'ils ont des saisons dans le ciel, mais sur le sol, tout est contrôlé, tout est maîtrisé, c'est de l'horlogerie. Donc même ceci qui pourrait sembler assez... comment dire, ouvert, charmant, bucolique, c'est de la nature maîtrisée. Il n'y a pas 1 cm² de nature aux Pays-Bas, mais il y en a à peu près plus partout. C'est un peu la même chose. Mais par contre, c'est vrai que c'est la perception. On voit que c'est un territoire où il y a différentes couleurs, où on essaye de valoriser même la présence de l'eau, la présence de la nature. Et c'est là où aussi les cartes sont intéressantes, c'est qu'on voit la temporalité en haut, parce que quand on se dit, bon, ben, mon sol de temps en temps est humide, de temps en temps il est sec, il peut varier entre différentes hauteurs, enfin, voilà, les saisons, les jours, tout bouge. Comment je représente ce dynamisme, cette immatérialité de la temporalité? Et on voit qu'aujourd'hui on fait des frises, et c'est aussi des enjeux pour des praticiens, de se dire comment est-ce qu'on donne des images inspirantes, mais qui montrent aussi cette réalité dynamique, en mouvement, non stérile des territoires, quand on a la chance qu'ils le soient plus. Donc, entre autres, mais plein de choses à faire. Mais après, par contre, pour l'urbanisme de saison en lui-même, il y a quand même un petit point, parce qu'on tiquait sur ce mot-là, mais c'est de comprendre qu'on n'est pas sûr, il ne faut plus penser le territoire comme un sol asphalté sur lequel la ville vient se poser, et qu'on peut creuser dessous à outrance, qu'on peut s'élever à outrance. Il y a des climats, il y a des sols, il y a des interactions entre ce climat, ces sols et ces structures. Et les Pays-Bas, malgré leurs envies d'ingénierie totale et de maîtrise totale, commencent à eux-mêmes s'auto-éduquer, on pourrait dire, à accepter qu'il y a des flux qui traversent les territoires. Et cette image, elle est très belle aussi pour montrer qu'il y a cette impression de flux, en tout cas, qui traverse les territoires. Frédéric Rossano, vous utilisez aussi l'expression de paysage élastique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça peut aider justement à penser l'adaptation des territoires? Paysage élastique, c'est une expression qui m'est venue en fait en comparant justement les politiques qui étaient mises en place dans plusieurs pays, Suisse, Allemagne, France, Pays-Bas. Et en fait, quand on cherche une sorte de guide justement ou de modèle, on se rend compte qu'il y a une absence de modèle, parce qu'on découvre, on s'adapte au fur et à mesure à des choses que le GIEC lui-même prévoit avec 20-30 ans d'avance, mais au-delà, on ne sait pas très bien, d'une part, et que l'idée, finalement, moi j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait faire du développement durable. Or, aujourd'hui, le durable, en fait, c'est pas ce qui va durer, c'est ce qui permet de changer. Et on est en train de changer. Alors, je ne vais pas dire qu'on change de paradigme, parce qu'on a changé 50 fois de paradigme cette année déjà, mais de se dire qu'il ne s'agit pas de rechercher une nouvelle fixité qui nous mettrait en harmonie définitivement avec la nature.
Il s'agit d'accepter l'idée qu'on n'a plus de zéro risque, donc les catastrophes vont se produire, que par contre ces catastrophes, on a peut-être moyen de les voir venir et de contrôler un peu, ou en tout cas d'influer sur leur impact, sur les dommages, et de gagner en élasticité. Alors, il y a deux chercheuses néerlandaises, Hems et Koothuis, qui disaient très justement, je trouve qu'il faut sortir de la logique du fight pour aller vers la logique du care. C'est-à-dire sortir d'une logique de combat pour aller vers une logique. Alors le care, il n'y a malheureusement pas d'équivalent en français, mais disons de prendre soin de son environnement, mais au sens de réparer après coup, mais aussi d'entretenir et de bien gérer. Donc d'être dans un rapport presque quotidien qui demande beaucoup d'élasticité parce que cet environnement il change tout le temps. Jean-Luc Léger, quand on parle d'élasticité, on pense évidemment à la souplesse, au changement évidemment, vous l'avez dit. Vous le disiez, la question de la gouvernance est extrêmement importante pour vous. Est-ce que les territoires peuvent ou savent, quel est votre sentiment, penser des politiques publiques élastiques? Actuellement, non. Plutôt non. Il y a des exceptions, toujours, dans tout domaine. Aujourd'hui, une collectivité territoriale a été bâtie, et ça a été renforcé dans la loi de 82, la loi de décentralisation, pour gérer des services, pour répondre à des besoins de la population en termes de réponse à des services. Là, on est dans un contexte, alors là, changement de paradigme total. Je parlais on ne gère plus de services, mais on anime un territoire. Déjà un premier changement important, ce n'est pas qu'une posture, et c'est aussi de considérer que la collectivité territoriale, et la commune tout particulièrement, ceci quel que soit le nombre d'habitants, eh bien, c'est le premier échelon de relation à la population. On parle que le maire a un capital sympathie vis-à-vis de sa population, beaucoup plus que le député. Et donc, c'est ce premier échelon. Or, il faut non seulement être en capacité de s'adapter à des choses, avoir une vision prospective aussi des choses, car les travaux du GIEC ont le mérite d'informer de ce qui peut nous arriver. Encore faut-il ensuite, localement, imaginer, en termes au sens premier du terme, mettre en image ce qui peut arriver sur le territoire. Et là, ça demande de la méthode. C'est plus seulement de se dire sur la vallée de la Seine, moi j'habite un magnifique petit village à 30 km de Rouen, à 16 mètres d'altitude, forcément, un jour, l'eau va passer par là. Et ce matin, la représentante de la logistique disait qu'il faudra aménager Alizé et Pitre. J'habite pas loin de ces deux villages-là. Qu'on aménage pour la logistique, pourquoi pas, mais il va falloir quand même intégrer un certain nombre d'informations. Ça, on est plutôt dans la politique macro. Et quand on revient localement, eh bien, il va falloir associer la population, j'y reviens là-dessus, et pas seulement parce que habitant, mais aussi parce que consommateur, mais aussi parce que professionnel. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons plusieurs étiquettes. Et il faut que ça soit intégré comme ça. Ça, c'est vraiment pas dans les habitudes des élus locaux. Et je vais prendre un exemple interne au Césaire. Le travail qui vous est présenté et que vous pouvez prendre un ouvrage à la sortie a été en amont défini par des représentants de l'agriculture et des représentants du monde de l'environnement. Et d'ailleurs, mon nom n'apparaît pas sur le document. C'est la rapporteure, qui est Marie Attino, là, qui n'est plus au Césaire parce qu'elle est devenue vice-présidente de la métropole. Ce travail a été fait en amont. Et c'est comme ça qu'il faudra agir. Alors, je ne parle pas d'un modèle, là. Je ne cite qu'une illustration pour dire si on veut à un moment penser autrement les choses, avoir un autre regard et surtout l'intégrer dans les politiques publiques. Et là, c'est la gageure de l'affaire. Ça veut dire que l'élu va être dans l'obligation, tant physique que morale, d'associer la population, quel que soit le nombre d'habitants, et que l'on ne considère pas que c'est plus simple de mobiliser 200 habitants que 100 000, même si 100 000, c'est un peu plus compliqué quand même, mais c'est sur cette base-là que nous devrons travailler. Et a été prononcé le mot d'évaluation des politiques publiques, c'est aussi l'outil indispensable de mesure des effets. Parce que des effets, on va en connaître. Ils seront
physiques, ils seront sous forme soit de catastrophes, comme ça a pu être dit, ou d'événements plus ou moins graves. Et c'est bien l'évaluation des politiques publiques qui doit le faire. Il est urgentissime de former les élus, non seulement à les sensibiliser bien sûr aux enjeux climatiques, mais ensuite à les aider à transformer ça en politique publique. Et ça ne suffira pas en disant il y a le PCI. Le PCI, bien, finalement, c'est la structure de coopération des communes. Oui, peut-être. Néanmoins, la relation à la population, là. Est-ce que c'est le président de l'EPCI qui va aller voir les gens et qui va travailler avec eux, qui vont se concerter pour anticiper qu'est-ce qui peut nous arriver s'il y a une crue de la Seine, comment on fait, c'est quoi une évacuation, enfin voilà, les bons comportements comme ça a été souligné ce matin. C'est bien à l'échelle de la commune que les choses devront se régler avec tous les éléments de travail en amont. Alors, Frédéric Rossano, je pense que c'est le bon moment pour évoquer cette notion de métropole transactionnelle que vous évoquez. Transaction, j'imagine, à la fois en termes de gouvernance politique, économique, sociale, mais aussi transactionnelle avec le vivant autour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment, à Strasbourg notamment, ce que vous avez vu, et peut-être, je sais que vous travaillez aussi sur d'autres pays d'Europe, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? On peut peut-être montrer d'autres images. Oui, alors je veux bien qu'on regarde l'autre visuel, la photo aérienne de Strasbourg. Voilà, alors ce qu'on voit ici, c'est le Rhin en fait, entre Strasbourg à droite et Kehl à gauche. Donc on est sur la frontière franco-allemande et on voit les deux ports, les ports de Kehl et de Strasbourg. Et donc on travaille sur cet espace-là dans le cadre du programme POPSU Métropole. On essaie justement de comprendre un peu le fonctionnement de cette métropole portuaire ou de ce passage de la ville-port à la métropole portuaire. Et ce qui est assez intéressant et ce qui est fascinant sur cet espace-là, c'est qu'en fait, quand on regarde cette image un peu longuement, on va y trouver tous les enjeux dont on parle. On va trouver également des enjeux de tourisme, par exemple, parce que c'est là que passent des centaines de milliers de touristes. On va en trouver des enjeux logistiques, parce que c'est là que se joue le lien entre l'Alsace et le monde entier, mais c'est aussi là que se joue le lien entre une entreprise et les commerces du centre-ville. Donc on a cette fameuse logistique du dernier kilomètre. On a des enjeux urbains. Il y a un quartier qui se construit au bord du Rhin. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'au premier plan, on a un reliquat de forêt rhénane, et on l'a aussi à l'arrière-plan. Et entre les deux, il y a la coupure majeure sur le cours du Rhin, qui est Strasbourg. Donc on a un enjeu de continuité biologique majeur. Alors tout ça se joue sur un espace relativement réduit, 1000 hectares, côté français seulement, on va dire 1500 transfrontaliers. Et on s'est intéressé justement à quels sont les acteurs finalement qui, sur ce territoire-là, sont en mesure d'articuler toutes ces questions et toutes ces échelles aussi. Parce que là, on parle de l'échelle justement du citoyen, mais aussi l'échelle de l'entreprise et l'échelle mondiale avec les grands corridors logistiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les ports de Strasbourg, comme la métropole, finalement, sont des organismes disons de nature un peu fédérale, ou en tout cas fédératrice, puisque ce sont des assemblages d'acteurs qui ont pas tellement une culture du chef, mais par contre qui ont une culture des accords très ponctuels, une culture de la transaction. Et c'est un peu ce qui s'était passé entre la ville et le port, par exemple, quand le quartier du port du Rhin s'est créé. Il y a eu une transaction, il y a eu un échange de terrain, de territoire, en échange de facilités logistiques. Et ce qui nous semblait intéressant de creuser sur l'espace strasbourgeois, c'est justement de voir en quoi cette capacité à passer des accords était peut-être justement en mesure de répondre aux grands enjeux territoriaux de toute nature, et peut-être plus que finalement des plans très globalisants ou des chartes qui engloberaient toutes les réponses ou toutes les possibilités, où là on est plutôt sur une politique des petits pas, des accords très sectoriels, mais qui sont tout de suite opérationnels justement parce qu'on peut les maîtriser, quoi. Et qui simplifie finalement peut-être le processus de prise de décision. Vous me disiez aussi que quand on regarde d'autres territoires, c'est pas forcément les secteurs européens qui ont l'organisation administrative la plus simple qui génère des prises de décision les plus rapides ou les plus efficaces. Non, effectivement, on le voit d'ailleurs aux Pays-Bas, où en fait il y a un empilement aussi d'acteurs de l'eau qui est assez complexe, mais on voit la vitesse à laquelle le programme de l'espace pour la rivière dont je parlais tout à l'heure a été réalisé, en moins de 10 ans. Pour comparaison, il y a un programme équivalent qui se fait sur le Rhône en Suisse, qui au bout de 30 ans est toujours un peu en cours d'achèvement. Alors c'est pas pour faire du Swiss bashing, mais c'est plutôt pour
pour montrer que justement la capacité de cette culture portuaire, fluviale, si je puis dire, c'est la nécessité de travailler ensemble et la nécessité de continuer à travailler ensemble, même pendant les guerres d'ailleurs, en ce qui concerne le Rhin, ce qui est quand même assez incroyable. Donc c'est pas forcément une question de complexité, c'est une question de mettre les bons acteurs au bon endroit, ensemble, à la même table, et qu'ils soient prêts à négocier et à sortir des postures d'opposition et de conflits qui sont malheureusement un peu la tendance quand même dans la vie politique. Est-ce que, Émilie Gascon, ce que vous entendez là, ça fait écho avec vos travaux sur la dynamique de projets urbains résilients, où on négocie, on est dans cette logique d'accord pour répondre à ces enjeux climatiques notamment? Oui, alors la question va être le terme. Est-ce qu'on est là pour négocier, ou alors en fait c'est simplement qu'on avance ensemble, ou est-ce qu'on est là pour faire des transactions, ou simplement penser à dépasser les intérêts individuels? Bon, on pourrait parler un peu lexique là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est à mon sens observable et assez passionnant. C'est qu'il y a la complexité des territoires. Cette image, encore une fois, est bien choisie pour montrer à quel point tout est imbriqué et tout est relié. Mais c'est aussi changement climatique, ou en tout cas peut-être exacerbation du changement climatique et l'urgence et le chaos imposés. En fait, là, il y a des réponses alarmistes, etc., mais il y a aussi des réponses qui sont assez motivantes, à mon sens, dans le sens c'est pas partout, c'est pas quoi que ce soit, mais quand on voit les collaborations qui peuvent exister entre des architectes urbanistes et des paysagistes, des écologues, des hydrologues, il commence à y avoir des écosystèmes, en fait. Alors, le problème, c'est que parfois, ça reste un peu entre spécialistes. Nous, on adore travailler ensemble, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est un peu dommage aussi que ça ne soit pas dans le courant de pensée générale de la fabrique de n'importe quel projet urbain, en fait, que l'eau, qu'on soit en zone inondable ou pas, c'est un sujet, en fait. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais il y a une effervescence, peut-être européenne, mondiale aussi. Alors, ça reste peut-être entre chercheurs, experts, techniciens, mais il y a de la communication, en fait, entre différentes expériences. Et sur les projets, voilà, on va comprendre que pour le ruissellement de l'eau, tel ingénieur va nous expliquer qu'il a besoin de ça. Donc c'est pas forcément négocier ou faire le chef d'orchestre entre les différents intérêts, mais c'est au bout d'un moment comprendre l'autre discipline. C'est peut-être aussi qu'il faut en passer par essayer d'apprendre ces termes, ces notions, ces concepts, ces outils pour pouvoir être capable de dialoguer avec la personne. Et alors là, ça devient encore compliqué parce qu'on rajoute du besoin d'omniscience, en fait, presque, et on ne peut pas y arriver tout seul. Donc en plus, d'où ce besoin de collaborer ensemble, parce que c'est trop complexe. Mais voilà, il y a des choses qui se passent qui donnent quand même quelques petites modestes lueurs d'espoir sur des transformations un peu profondes de la manière de faire. Alors, est-ce que c'est de la négociation ou du compromis, comme on pourrait dire, comme en Suisse, ils adorent dire c'est le compromis, où tout le monde sort de la table et est dessus, et c'est comme ça qu'on sait qu'on a eu un bon compromis. Mais on peut aussi le voir en disant que on ouvre des portes et on essaye de comprendre pourquoi l'autre est en train de nous dire « moi j'ai besoin de X%, pourquoi ? C'est pas contre vous, c'est juste que sinon ça ne fonctionnera pas. » Donc voilà, c'est apprendre et comprendre de manière collective, et ça c'est assez intéressant, mais c'est peut-être aussi des petits pas qui sont peut-être trop petits par rapport à l'échelle de l'enjeu. Oui, alors j'allais dire, je vais me faire un peu l'avocate du diable, parce que le compromis, la négociation... parfois le consensus aussi. Est-ce qu'on n'a pas un écueil? C'est celui de tomber d'accord sur le plus petit dénominateur commun et de ne pas être à la hauteur des enjeux, parce que répondre aux enjeux liés à l'eau, au climat, à la biodiversité nécessiterait des prises de décision que la simple négociation ne fait pas aboutir. Émilie. Oui, et en plus, c'est pour ça qu'il y a tout le champ lexical, parce que est-ce qu'on est en train de parler de consensus? Certains vont dire, non, mais c'est pas le consensus réduit la pensée, alors que le dissensus
amène vers la créativité. Sauf qu'on a du mal à se dire comment est-ce qu'on gère un dissensus comme moteur de discussion. Mais quand on parlait d'injonction paradoxale ou de petits pas, enfin d'accords, c'est aussi comme ça qu'on arrive à agréger des choses, parce que parfois ça passe par, ça va plus vite par ces petites choses, même si ça crée des choses complètement paradoxales. Mais au moins, on avance dans quelques directions. Mais tout est injonction paradoxale quand on parle de milieu urbain également. Donc, Jean-Luc Léger, vous vouliez réagir? Oui, quand j'entends consensus, je dis bienvenue au Césaire, parce que c'est le monde du consensus, justement. Mais le consensus, c'est pas chacun dit ce qu'il veut, et puis on regarde que le dénominateur commun et on ne retient que cela. Non, c'est une construction, le consensus. Et il y a une expression que j'aime bien, que j'utilise à l'envi, c'est il faut aboutir à un consensus exigeant et non pas avoir l'exigence du consensus. Ce n'est pas un préalable, le consensus. C'est véritablement une construction, et une construction de dialogue. À quoi sert de vouloir imposer une politique publique qui n'est pas comprise et qui n'est pas acceptée par la population et qui va manifester, qui va tellement manifester qu'elle va virer l'équipe municipale ou départementale ou régionale ou de l'État, et que finalement celle qui va venir après va dire bah, hop, on efface tout et on recommence. Alors ça c'est de l'autorité qui ne sert à rien et on perd du temps. Donc il vaut mieux prendre le temps, parfois longtemps, pour arriver à des décisions qui sont comprises. C'est la première des conditions. Donc il faut de la connaissance, il faut tout cela. Et accepter pour qu'elle soit mise en œuvre. Il n'y a pas de politique publique efficace qui n'obtienne pas l'adhésion de la population. S'il n'y a pas l'adhésion de la population, il n'y a tout simplement pas de mise en œuvre de la politique. On peut toujours penser qu'on a un beau schéma, que c'est un beau document et que ça a été une belle décision dans l'instance délibérative, mais si elle n'est pas acceptée par la population, l'élu, il est tout seul. Et ça, dans des enjeux aussi importants que cela, ça c'est vraiment important. Donc oui, le consensus, c'est peut-être une culture française qui n'est pas spontanée, mais il faut que nous inspirions de nos voisins du nord de l'Europe dans ce domaine. On n'est pas obligé d'en prendre un modèle absolu dans les outils, mais encore une fois, pour aboutir à ce genre de forme de démocratie et de débat, ça demande de la formation, ça demande une connaissance. C'est pas quelque chose... partir du postulat qu'on va être d'accord au bout d'une réunion, alors là, c'est le mauvais postulat parce que ça n'existe jamais, ça. Ce consensus exigeant, Benoît Léniel, pour revenir à la question du multirisque, j'imagine qu'il se construit plus facilement si les connaissances sont à disposition pour permettre justement de voir, de percevoir le niveau d'exigence. Cette photo, je l'aime bien parce que ça permet d'appréhender le multirisque. On le voit, l'industrie, le tourisme, l'habitat, les éléments forestiers, etc. Aujourd'hui, c'est quoi le calendrier pour travailler sur le multirisque aujourd'hui sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie? Comment on avance concrètement pour mettre à disposition des élus de la connaissance pour qu'ils aillent sur ce consensus exigeant? Alors, moi, je peux m'exprimer qu'au niveau de la connaissance Oui. scientifique. Non, mais cette photo est effectivement intéressante, mais je me disais, on aurait pu mettre celle aussi de Rouen. Absolument. Exactement. Même si on est loin de la mer, Strasbourg, donc il y a des choses un peu plus compliquées finalement sur l'estuaire de Seine et à Rouen. On est près des Alpes à Strasbourg, ça complexifie aussi. Oui, bien sûr. Mais on en revient au fait, ce qu'on disait au départ, c'est que toute mesure doit être adaptée au territoire et avec les connaissances scientifiques nécessaires. Alors, sur le multirisme, moi, je dirais, c'est que l'impression que j'ai en tant que scientifique, en ayant échangé avec les collectivités, également des entreprises, c'est que on travaille trop en silo. On travaille toujours trop en silo et sur tout le territoire. Parce qu'on a envie, nous, scientifiques, notamment, d'essayer de monter un observatoire multirisque régional. Et on a regardé ailleurs ce qui existait. En Aquitaine, ils sont très avancés sur le sujet, mais n'empêche, dans la région PACA,
Mais quand vous regardez, on travaille sur le risque naturel, soit sur le risque naturel, sur le risque industriel, sur le sanitaire, sur l'économie, les risques sociétaux, et quasiment il n'y a pas de croisement. Typiquement, quand on voit cette photo, à un moment donné, il va falloir arrêter de trop travailler justement en silo. Et typiquement sur ces enjeux-là, si on ne croise pas, on va passer à côté des mesures qu'on doit prendre, hein, typiquement. Et ça, au niveau national, je dirais, c'est un souci. Hein, et c'est pas uniquement spécifique ici à la métropole. Alors il y a justement les échanges qu'on a avec la métropole. Voilà, c'est déjà de sensibiliser et communiquer avec le socle scientifique pour voir ensemble, parce que ça a été dit plusieurs fois, il faut voir ensemble comment on peut répondre à ça. C'est pas tout seul. Et souvent je dis, c'est pas le scientifique non plus qui va dire il faut faire ci ou ça. Voilà, ça doit se décider ensemble, mais sur cette base scientifique solide. Et nous, on apporte ça, scientifique. Voilà. Frédéric Rossano, vous vouliez réagir? Oui, sur cette question justement du travail en silo, enfin du problème que ça pose. Justement, l'intérêt de ces territoires-ci, comme l'intérêt du territoire métropolitain, c'est que c'est un concentré d'enjeux. Et quand il y a concentration, vous le citiez tout à l'heure à propos des Pays-Bas, quand il y a concentration, il y a créativité, parce qu'il n'y a plus d'autres possibilités que d'être créatif quand tout le monde se retrouve sur un mouchoir. Donc ça, c'est une chose. Moi, je crois beaucoup aux espaces fluviaux métropolitains comme les laboratoires d'aujourd'hui et de demain, d'où vont émerger des vraies solutions. L'autre chose, c'était pour rebondir un peu sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire est-ce qu'on peut concilier consensus et urgence? C'est vrai que c'est un gros sujet. Oui. Effectivement, si on attend le consensus planétaire, on peut attendre quelques siècles, malheureusement. Moi, je vous citerai un dicton que font les maîtres de digue néerlandais aussi, qui disent de temps en temps Seigneur, donnez-nous notre pain quotidien et de temps en temps une petite inondation. C'est-à-dire qu'on a besoin de nos piqûres de rappel. C'est de préférence des petites piqûres, pas trop fortes, il ne faut pas tuer la bête, il faut la vacciner. Mais on a besoin de ces petits rappels, on a besoin de temps en temps peut-être d'une période d'étiage un peu marquée qui fasse que les industriels s'inquiètent. Le changement climatique, c'est maintenant. D'une petite crue, effectivement, on dit, oula, c'est pas très loin du haut de la digue, donc il va falloir s'inquiéter. Et que ce sentiment d'urgence-là, il existe et il continuera à exister, je pense, si on se rapproche, si on vit avec ce danger-là. Et ça, c'est un peu, je pense, quelque chose qu'il faut qu'on cultive aussi, nous, en tant qu'urbanistes et que paysagistes et qu'architectes. C'est qu'il faut qu'on réapprenne à vivre plus proche de l'eau, plus proche du climat. Et je finirai sur une réflexion par rapport à ce qui s'est dit ce matin sur les modes de gestion de l'urgence dans un rayon de 500 mètres, dans un rayon d'1 kilomètre. Je me disais, en fait, oui, sauf que il y a du vent à Rouen. Si vous êtes à 500 mètres, mais que vous êtes sous le vent, vous pouvez être à 5 km, vous êtes toujours sous le vent, l'application, elle ne servira à rien. Donc la question à un moment donné, c'est qu'il faudrait idéalement que les citoyens sachent d'où vient le vent. Et c'est pas très compliqué de savoir d'où vient le vent, hein. Il suffit de lever le doigt en l'air. Mais cette connaissance-là, je veux dire, qu'il y a encore dans les territoires ruraux, elle a tendance à se perdre en milieu urbain parce qu'on est habitué à voir notre environnement pétrifié, en fait, permanent. Quand il fait froid, on va au chaud. Quand il fait chaud, on va se rafraîchir. Or, l'environnement continue à bouger et il faut à nouveau qu'on apprenne à ouvrir les yeux là-dessus. Alors, je vous propose dès maintenant de poser vos questions. On a essayé de balayer là, dans cette première séquence un certain nombre de questionnements, mais je suis sûre que vous avez des questions peut-être plus précises liées à des aspects ou des impacts particuliers du changement climatique sur la Seine. Donc, n'hésitez pas à vous signaler pour que je puisse vous donner la parole. Et puis également, vous qui êtes en ligne sur Internet, vous laissez vos commentaires sur la page Facebook sous le live et on me transmettra vos questions. Alors, j'ai cru voir une main se lever. Oui. Donc la consigne, je vous invite à vous présenter et puis à être concis et concise. Merci. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Isabelle Richard, je suis chercheure en psychologie sociale. Et donc, en fait, c'était plus une remarque. Moi, on parle de transversalité, en tout cas de partage d'épistémés entre les sciences qui sont très riches. Et ça, c'est très important à cultiver. On parle de transversalité dans les différents services, de transversalité du risque. Et moi, j'ai une frustration en tant que chercheur. C'est qu'à un moment donné, quand on conduit une recherche, il n'y a jamais cette transversalité-là. Il n'y a jamais, au départ du projet de recherche, tous les acteurs sur la table, y compris le citoyen, et pas à pas, on définit ensemble ce que j'appelle de la recherche inclusive, mais là où il y a chercheurs, citoyens,
experts et collectivités et techniciens de cette collectivité. Et à un moment donné, sur les ANR qu'on nous propose ou les projets européens, c'est tout le temps des très belles choses qu'on fait et qu'on a du mal à mettre en œuvre parce que nous, on n'est pas sachant des territoires comme les collectivités le sont et on n'est pas sachant comme les citoyens le sont. Donc à un moment donné, j'aimerais aussi que les collectivités et les chercheurs puissent se rejoindre sur des thématiques concrètes où chacun puisse s'apporter mutuellement. Benoît Léniel. C'est l'idée du GIEC Métropole, c'est-à-dire qu'on a eu ce travail-là dans un premier temps de ce fameux socle scientifique avec toutes les disciplines, et notamment, je dirais aussi, un des vice-présidents du GIEC Métropole est un psychologue, donc avec toutes les disciplines, pour justement, dans cette phase maintenant de sensibilisation, communication, de travailler ensemble, exactement comme vous venez de le dire. Voilà, c'est l'idée. Hein. Voilà. Frédéric Rossano. C'est aussi le format de la recherche dont on a tiré cette image de Strasbourg, de la recherche POP Métropole. Ce qui est intéressant à ce format-là, c'est justement qu'il est cofinancé à moitié par les collectivités locales. Et du coup, quand on fait un atelier ou un séminaire, on a la présidente du port, la présidente de l'association des usagers du port, donc des industriels. On n'a pas le citoyen, parce que je le cherche toujours, mais on a en tout cas tous les grands acteurs intéressés par le sujet. Et ça me permet de... Allez-y, finissez, pardon. Non, mais la question, elle est tout à fait pertinente. C'est-à-dire, est-ce que le système, disons, le clos, où les chercheurs distribuent l'argent qui va aux chercheurs, est-ce qu'il est vraiment performatif? Ça, c'est une question. Ça me fait penser à Alain Bourdin, le sociologue que nous avions hier en fin d'après-midi lorsque nous parlions de la métropole post-carbone. Il propose un certain nombre de pistes pour réussir à imaginer, à penser cette métropole post-carbone. Et la première des pistes qu'il identifie dans son livre, c'est celui d'avoir une recherche ouverte. Et c'est vraiment, ça répond exactement à ce que vous disiez. Il faut que la recherche s'ouvre à la pluralité des acteurs pour avoir des pas de côté, d'autres perceptions et penser autrement les territoires. Benoît Léniel. La difficulté, c'est que c'est aussi un autre débat, c'est-à-dire le positionnement de la recherche française et la façon dont fonctionne notamment notre ministère en termes d'appel à projets, d'ANR, d'évaluation des chercheurs, où typiquement, je dirais sur ces sujets d'ouverture, je dirais c'est quand on a fait sa carrière qu'on peut se permettre de le faire. Hein. Voilà, quasiment en tant que chercheur, parce que là, le chercheur, il est évalué sur ses publications scientifiques et sur ses projets ANR. Voilà. Donc ça, c'est un autre débat sur lequel on pourrait passer aussi pas mal de temps. Autre question ou remarque? Oui, j'en vois une au centre. Le temps que le micro arrive, je pose une autre question, enfin, ou peut-être qu'on ouvrira après la question. J'aimerais qu'on revienne ensuite sur la temporalité. Parce que vous l'avez dit, Benoît Léniel, les 1,5 degrés qu'on voulait avoir en 2100, c'est plutôt pour le mi-temps du siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, on est aussi outillé en termes de temporalité, entre le temps du politique, le temps du climat, etc., pour répondre? Mais monsieur, on va commencer avec vous. Loïc Goulard du Conservatoire d'espaces naturels de Normandie. J'ai entendu ce matin à l'atelier sur la résilience économique une piste qui était citée, c'est-à-dire reprendre des friches industrielles et réinstaller des nouveaux services de logistique ou industriels. Sauf erreur de ma part, dans la plaine alluviale, il va y avoir un risque de submersion des eaux estuariennes. Je voulais donc avoir votre avis sur ces pistes de résilience économique qui ont été évoquées ce matin, en espérant que votre réponse arrivera aux oreilles des intervenants de ce matin. Merci à vous. Les friches industrielles, c'est vrai que c'est un concentré d'enjeux. Dans votre rapport, Jean-Luc Léger, vous parlez de la zéro artificialisation, la question du devenir des friches. Et avec votre intervention, on retrouve bien justement la difficulté. Sur les friches qui sont en friche depuis pas mal de temps, on a aussi dit hier qu'il y a une biodiversité parfois intéressante qui s'y développe. Donc résilience économique et les friches qui sont souvent aussi sur ces secteurs comme on voit là. Alors Jean-Luc Léger, puis après on va faire tourner la parole là-dessus. Oui, je ne répondrai pas précisément à votre question. Néanmoins, il y a quelques éléments. Je préciserai que un certain nombre d'entreprises, et je pense par exemple à une toute petite entreprise qui s'appelle SNCF Réseau, qui se préoccupe de le jour où il y a
débordement de la Seine majeur et sur plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, la paralysie totale des transports, du monde économique, d'un certain nombre d'entreprises, notamment plusieurs dizaines d'entreprises Céveso, Seuil Haut, qui sont directement concernées, ça pose quand même... Enfin, il y a un frisson dans le dos au moment où on imagine le jour où ça arrive. On fait quoi? Et le dernier groupe de travail de SNCF Réseau avait conclu qu'il faut continuer à réfléchir. Donc ça veut dire qu'en termes de temporalité, il y a besoin de s'outiller tout autant en connaissances. Alors là, je parle moins de méthode, quoique un peu de méthode aussi, mais de connaissances, et puis à un moment d'affronter la réalité des choses, c'est-à-dire qu'à un moment, ça veut dire quoi de déplacer les voies ferrées pour qu'elles soient à l'abri de toute immersion, ou de reconnaître et d'accepter qu'à un certain moment, on paralyse la vallée de la Seine pendant X jours sur une temporalité dans 10 ans ou une fois tous les 5 ans. Enfin, là, il y a des décisions politiques majeures à entreprendre, à conduire, et elles ne se prendront pas seulement dans le bureau du président de la République, du Premier ministre, du ministère de l'Intérieur ou du président de la métropole. Il faut que ça soit partagé, cette affaire-là. Et sur les friches, alors d'abord, il y a beaucoup de friches, y compris un petit peu à l'intérieur des terres, donc il y a matière à travailler là-dessus, même si Nicolas Mayer-Rossignol ce matin a dit que ça coûtait plus cher de travailler sur une friche que d'acheter des terres agricoles et d'implanter une usine à cet endroit-là. Mais là aussi, il y a des choix politiques et industriels, car ce n'est pas toujours les fonds publics qui sont utilisés, ou pas complètement, ou pas en totalité, les fonds publics sont utilisés dans ces moments-là, mais il y a véritablement des choix à faire. Et ça, ce sont des choix qui sont tout autant dans la politique économique du Conseil régional. Les questions d'éco-conditionnalité, ça, c'est une clause qui devrait apparaître dans tous les schémas d'aménagement du territoire de toutes les communautés de communes, et qui ne pourrait, et la région ne pourrait subventionner qu'à partir du moment où on a intégré un certain nombre de dimensions écologiques, environnementales, spatiales, etc. etc. Nous n'y sommes pas. Pour l'instant, le président du Conseil régional se refuse d'inscrire l'éco-conditionnalité dans les contrats avec les territoires. Il se refuse. Il ne dit pas c'est une bonne idée, mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, il considère que c'est une mauvaise idée. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment cheminer, et il y a une accélération peut-être à conduire pour que votre question, qui est évidemment pertinente, ait un jour une ou plusieurs réponses. Car selon les endroits, les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Mais au moins qu'il y ait des réponses. Émilie Gascon, et puis ensuite peut-être Frédéric Rossano. Oui, pour rebondir, alors bien sûr, moi je ne vais pas parler de ce cas-là précis de telle friche ou telle friche, mais si on parle de résilience économique aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces intérêts, mais qui ne sont pas forcément divergents, mais qui vont être différents. Mais une friche, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des friches en ce moment, enfin, c'est depuis ces dernières années? C'est parce que c'est presque les dents creuses, en fait, qui nous restent au cœur des cités. Le long de l'eau, bon, abandonné, ça servait au transport, industrie, etc. Abandonné, on s'en va, on se déplace, on fait autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces friches? Mais on ne peut pas faire que des centres culturels sur toutes les friches de France non plus. Et il faut aussi, c'est pour ça que je voulais prendre la parole, c'est que quand on parle de résilience économique, certains vont dire que ça coûte moins cher de se mettre sur les terres agricoles à côté. Mais ça coûte moins cher en quoi? En argent ou en terres agricoles sous réserve qu'elles soient fertiles? Et quelle est la valeur aussi qu'on met? C'est qu'à ce jour, même aussi des collectivités vont souvent dire qu'un foncier urbain
a plus de valeur qu'un foncier, qu'un territoire agricole. Et c'est aussi qu'est-ce que le changement climatique, il a un impact fort. C'est aussi tout notre modèle économique là-dessus, de se dire qu'un mètre carré urbain a plus de valeur qu'un mètre carré de patates ou de carottes. Et alors que concrètement, aujourd'hui, on parle des inondations. Dans quelques années, on parlera qu'il n'y a plus de sol fertile en France. Et on commencera à dire on n'a plus de biodiversité, mais nos sols sont stériles. Donc, c'est pas aussi... Le changement climatique, il envoie aussi à repenser les modèles des villes, mais de territoires, de gouvernance, qu'est-ce qu'on met où? Et personne n'a vraiment envie d'aller sur les friches, parce que, certes, elles sont au bord de l'eau, mais elles sont polluées, etc. Donc... c'est toujours de la complexité, mais on ne peut pas dire territoire, il sera bien, il faut faire ça partout, autre. À chaque fois, des cas par cas. Mais se poser toujours la question de si je fais ça, je vais peut-être détruire la biodiversité de la friche, mais en attendant, je vais peut-être protéger le dernier petit bout de bocage qui reste derrière. C'est toujours des... Bon. J'ai pas envie de dire le mot compromis. Benoît Léniel, ensuite Frédéric, c'est bien qu'on fasse un tour de table complet sur ces questions. N'oublions pas que plaine alluviale, le deuxième terme scientifique, c'est plaine d'inondation. Dans un système naturel, c'est l'endroit où, lors des plus fortes crues, on accepte que l'eau rentre sur ce territoire-là. Et là, clairement, je rejoins ce qui a été dit, c'est que je ne sais pas où se situe la friche, ou voilà, je ne connais pas exactement le dossier, mais là, typiquement, sur l'estuaire de Seine, il faut accepter des endroits où on va avoir l'eau qui entre, qui va peut-être y rester, ou qui va peut-être venir ponctuellement et repartir, les zones d'expansion de crue, mais comme je disais, c'est pas que les expansions de crue, c'est l'élévation du niveau des mers. Donc il va falloir trouver des portions de territoire où l'eau peut venir, voilà, typiquement. Donc il y aura, oui, peut-être compromis, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, mais effectivement. Voilà. Frédéric Rossano. C'est ce que j'appelle les renégociations. Oui, ça peut être douloureux aussi, une négociation. Mais moi, je voulais, juste par rapport à cette image et la question qui nous était posée de la friche et de savoir s'il fallait continuer à construire ou à travailler sur ces zones-là, je dirais qu'il y a une image cachée dans l'image-là, c'est qu'effectivement, sur l'image-là, si vous remontez 2 siècles en arrière, vous voyez que le Rhin. Puis on est là dans le lit du Rhin, il faisait plus d'1 kilomètre de large. Sauf que les terrains industriels que vous voyez là, ils ont tous été rehaussés. Donc si le Rhin déborde là, soit là ou là, demain ou après-demain ou dans 10 ans, en fait, ce n'est pas ces terrains-là qui vont être inondés, c'est les zones résidentielles qui sont autour. Parce qu'elles sont 2 mètres en dessous du niveau du Rhin, alors que les terrains industriels, ils sont 3 mètres au-dessus. Ils ont tous été remblayés. Donc il y a un peu des fausses évidences comme ça qui seraient de dire quand on est près de l'eau, il faut se retirer. Oui, en fait, pas toujours. Il y a des terrains qui ont été justement très très bien protégés au bord de l'eau. C'était malheureusement pas le cas à Fukushima, mais il faut quand même éviter de généraliser en se disant toutes les zones industrielles dans les plaines alluviales doivent dégager, parce que ça serait une catastrophe industrielle et ça serait probablement un non-sens topographique. Donc là, une fois de plus, il faut être toujours local, quoi, et réfléchir de manière locale. Toujours, on revient toujours à la même chose. Autre question pour nos invités? Alors c'est vrai qu'on a... alors allez-y monsieur, on s'est beaucoup concentré sur la question de l'eau, mais en matière, que ce soit urbaine ou pas, il y a aussi, on aurait pu parler îlots de chaleur, sécheresse, etc., intensité des phénomènes. Allez-y monsieur. Jean-Louis Villain, coach professionnel. Alors, vous me contredirez si je fais une erreur, mais j'ai entendu dire que les eaux devaient monter de 15 mètres dans 2 siècles, l'eau de la mer, de 15 mètres. Est-ce que c'est une fausse information, une fake news, comme on dit? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut imaginer que la ville soit pensée, les ports, j'imagine Londres, New York, mais peut-être aussi Rouen, soit pensés par avance compte tenu de ce type de contraintes, si c'est vrai? Pas 15 mètres. Si vous regardez justement le rapport du GIEC, vous verrez que... alors, à chaque rapport du GIEC, on réévalue à la hausse. Voilà. On était, l'avant-dernier, on était à 40 cm maximum. L'avant-dernier, on était à 60 cm. Maintenant, on est à 1,10 m. Et on est entre 40 cm et 1,10 m sans emballement. Avec emballement, on serait jusqu'à 1,80 m. Donc pas 15 mètres, hein, quand même.
Néanmoins, ça vaut le coup de préciser. Et puis après, ça dépend où on est sur la planète, hein, parce que ce chiffre-là est un chiffre moyen, attention. Oui. Hein, voilà. Ça vaut le coup, je pense, peut-être de rappeler comment fonctionnent les projections du GIEC, parce que vous disiez les projections évoluent, mais parce que les modèles sont construits avec peut-être plus de finesse. Vous pouvez nous en dire quelque chose ? Il y a deux éléments. Pourquoi on utilise en réalité plusieurs scénarios et plusieurs modèles? Parce qu'effectivement, il y a des incertitudes sur l'évolution socio-économique. Hein. Les nouveaux scénarios sont vraiment des trajectoires socio-économiques. Et à partir de ces scénarios, on en déduit des émissions de gaz à effet de serre qui sont injectées dans d'autres modèles qui définissent le climat de circulation atmosphérique et océanique, pour faire simple. Donc on utilise plusieurs scénarios, avec donc un scénario, pour faire simple, avant il y en avait 4, maintenant il y en a 5, un scénario bas, optimiste, et un scénario pessimiste. Malheureusement, actuellement, l'optimiste, comme je disais, celui vers lequel on veut tendre, au vu des émissions de gaz à effet de serre, on ne va pas vers ce scénario-là, on est plutôt sur les scénarios moyens hauts et hauts pessimistes qui sont réalistes. Voilà. Et donc on part, voilà, c'est un ensemble de scénarios et un ensemble aussi de modèles, parce que c'est pour ça qu'on a toute une fourchette de chiffres à l'arrivée, parce qu'on fait tourner plusieurs scénarios et plusieurs types de modèles. Parce que n'oublions pas qu'un modèle, c'est une simplification de ce qui se passe réellement. Hein. Voilà. Absolument. Je ne vois pas de main levée pour l'instant, donc ça me permet d'en poser une. Ah, si, il y avait une main levée que je ne l'avais pas vue. Merci. Oui, c'était pour réagir par rapport à l'intervention qui était très juste, qui est venue du fond de la salle du Conservatoire sur la question des friches. Et effectivement, alors, pour avoir assisté à l'ensemble des débats depuis hier, il y avait un petit décalage quand même, un petit décroché entre les propos d'hier qui étaient très portés sur la sobriété, y compris la sobriété foncière et la frugalité et l'économie en ressources et en espace, et la conférence et la table ronde de ce matin sur la résilience économique. Et là, on se rend compte qu'on touche quand même les limites de l'exercice, où on porte tous le même terme qui est adaptation et résilience, mais on ne met pas derrière les mêmes actions encore. Et donc il y a un décrochage. Et nous, évidemment, pour travailler sur ces sujets depuis des années avec Benoît et toute l'équipe qui tourne autour du GIEC local, on se rend bien compte que là, sur la prise de conscience, l'acquisition de connaissances, puisque c'est la base de vos propos aussi, hein, comprendre ce qui se passe, observer et du coup se projeter dans l'avenir pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. Là, on commence à être vraiment doté. Grâce au travail du GIEC local, on a tous les ans des nouveaux rapports qui arrivent. On a déjà des rapports sur la santé, sur la qualité de l'air, sur le risque inondation. Les autres arrivent, on vient de les valider pour l'an prochain sur l'urbanisme, sur la mobilité, sur la biodiversité. Mais à part la photo et le constat de ce qui est en train de se passer sous nos yeux, on n'a pas encore ce plan, cette boîte à outils de ce qu'on doit faire et des transactions qu'on va devoir convenir les uns les autres, puisque c'est un fait, la carte du territoire va changer. Et donc si la carte du territoire va changer, ça veut dire qu'il y a peut-être des friches sur lesquelles on a un regard gourmand aujourd'hui qui demain seront peut-être sous les eaux. Et on a déjà des expériences sur la métropole de sites où, je prends l'exemple de Seine-Sud sur le secteur d'Oissel, où il y a déjà eu des échanges de cette nature, où on a partagé un espace qui est en renouvellement, une friche industrielle polluée, où des espaces vont être rendus à la nature et d'autres vont être aménagés. Donc c'est les premières bases de ce qui est en train de se passer. Il y a quelques exemples encore rares, mais qui sont en train de se dessiner. Par contre, la question qui va devoir se poser aussi, et c'est pour cette raison qu'hier, on a aussi évoqué publiquement le souhait que nous avons de construire en 2022 un plan d'adaptation du territoire face au changement climatique, c'est parce qu'à un moment, au-delà du constat, il va falloir qu'on rentre les uns et les autres dans le dur du sujet et de définir ensemble à quel moment on prend notre part de responsabilité et comment on accepte. Est-ce qu'on garde un site, un aménagement ici ou pas? Et si on le laisse, est-ce qu'on le protège? Et qui investit? Et qui finance? Etc. On parlait tout à l'heure, Benoît a évoqué la question des stratégies de protection du littoral. Moi, je trouve qu'on aurait besoin d'une stratégie de protection de la vallée de Seine. Et aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Voilà. Oui, alors Jean-Luc Léger, allons-y, ensuite Émilie Gascon. Dans le prolongement, je ne vais pas parler nature ni aménagement, mais ça a une incidence forte. Ce matin, Édouard Philippe a dit à un moment qu'il ne voulait pas empêcher ses collègues maires de créer une zone pavillonnaire supplémentaire à l'extérieur de la commune, mais qu'il est, lui, pas favorable, etc. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi
pour que les maires des communes voient autrement aussi la survie de leur village, je pense notamment, et la caractéristique de la Normandie, c'est d'avoir énormément, enfin un maillage de petites agglomérations particulièrement serrées, et donc c'est à la fois un avantage mais aussi un inconvénient sur ce sujet-là. Il y a des mesures gouvernementales qui doivent arriver, par exemple que l'on supprime les effets de seuil dans les dotations de financement de l'État aux collectivités, car une commune qui va être à 2001 habitants ou à 1999 habitants, et c'est plus du tout la même chose. Donc, comment le maire va réagir? Il va dire, il faut que j'anticipe. Et comment il va anticiper? Il va bien voir qu'il y a un vieillissement de sa population, que les gens qui étaient arrivés avec leurs enfants dans les nouveaux immeubles, dans les années 70, 80, eh bien aujourd'hui, ont 50 ans, 60 ans, et sont toujours dans cette commune, mais les enfants, eux, sont partis. Et donc, il faut régénérer la population. Pourquoi? Ce qui va le motiver fondamentalement, c'est certainement pour que l'épicerie soit encore là, le bistrot également, mais aussi pour avoir les dotations de l'État. Donc ça, ce sont des mesures, de mon point de vue, relativement simples. C'est que, alors, je ne sais pas, la meilleure des solutions pour trouver des critères d'attribution des fonds de l'État, mais il y a véritablement des choses comme ça. Donc il y a aussi des tas de petites mesures qui sont tant administratives que financières et qui permettront aussi aux élus locaux de voir autrement les choses. Et cette fois-ci, la zone pavillonnaire, elle est plus indispensable pour maintenir un niveau de budget qui lui, est indispensable. Oui, la fiscalité comme levier aussi de l'adaptation. Émilie Gascon. Oui, alors pardon pour le saut dans le sujet, parce que je ne vais pas du tout aborder la question de fiscalité, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques questions qui arrivent, et j'aurais juste envie de faire un petit rappel sur l'ordre de grandeur, parce que quand on parle des 15 mètres, ou des 1,2, ou 1,5, ou quand on parle de 4 degrés, ce qu'il faut se comprendre, c'est que ce qui arrive, c'est vraiment moche, hein. C'est chaotique, c'est urgent ou c'est autre. Donc on peut continuer à se poser la petite question de la friche, etc. Mais à l'échelle mondiale, alors ce sont peut-être des moyennes, mais c'est des deltas entiers qui sont rayés de la carte. Et puis après, on peut jouer avec les chiffres, à se dire oui, mais moi, j'ai pas 15 mètres de haut. À Venise, tous les 10 cm, chaque 10 cm, c'est une implication énorme. Donc en fait, c'est pas forcément la quantité. Il faut surtout se dire qu'on a un moment clé, et c'est quelle vision on projette, en fait, et pas forcément se dire cet hectare ou cet hectare. Enfin, c'est peut-être mon point de vue personnel qui suis à la fois complètement pessimiste et j'essaye de positiver en me disant qu'il y a des choses qui se passent. Mais 2 degrés, 1 ou 2 degrés, c'est monstrueux, en tout cas en termes de changement. Donc on peut parler chiffres, mais il faut surtout comprendre la puissance de ce qui c'est même pas ce qui arrive, c'est ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se passer en latence. Donc Shanghai, Shanghai, c'est sur des marais, toute la région balayée de la carte, hein. Donc on peut parler de chiffres, voilà. Mais il faut surtout avoir à mon sens, des projections sur l'ampleur du phénomène. Frédéric Rossano. Oui, mais c'est une difficulté que je pense que vous rencontrez aussi. Je suis aussi enseignant en école d'architecture, et la question aussi, est évidemment, d'une manière pavlovienne, tous les étudiants veulent construire. Ils seront architectes. Et comment est-ce qu'on relie ces échelles-là de dangers extrêmes, mais relativement lointains, avec la nécessité immédiate de travailler, tout simplement. Moi, je compare toujours ça. Je suis un ancien fumeur, repenti. On m'a dit tout au long de ma carrière de fumeur, fumer donne le cancer. Ça m'a jamais permis d'arrêter de fumer. Parce que c'est pas cette cigarette-là qui fait que j'aurai le cancer. C'est pas la suivante, ni la suivante, c'est pas ce paquet-là, c'est 3000 paquets. Donc on est un peu dans cette addiction au progrès, cette addiction au développement, cette addiction à la construction.
On est une espèce animale industrieuse. On aime faire des trous et les remblayer, on aime construire et détruire. Et enfant, avec les châteaux de sable, voilà on est ça déjà commence dedans. très très jeune, exactement. Et on est en train de se rééduquer. Et ben voilà, c'est comme arrêter de fumer, ça prend du temps. Moi, j'ai mis 30 ans. Il y a un point que je voudrais rapidement au moins évoquer, c'est que ces impacts du changement climatique, on les a abordés là sous des éléments de ressources, d'éléments du vivant, de l'urbanisme, de l'économie. Juste au moins effleurer la dimension sociale. On a pu lire plusieurs publications, notamment de sociologues, qui nous disent les impacts du changement climatique, ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui arrivent demain. Les personnes les plus touchées, ce sont celles qui sont les plus vulnérables, socialement, économiquement, qui vivent dans des conditions difficiles. Donc ça aussi, ça fait partie, j'imagine, des dimensions qui font partie d'un projet ou d'un programme d'adaptation, parce que selon que l'on est puissant ou faible, ben on ne reçoit pas ces impacts de la même façon. Est-ce que, Frédéric Roussado, dans les expériences que vous avez pu voir ici ou ailleurs, c'est quelque chose qui est pris en compte ? Oui, c'est pris en compte. Alors, il y a une échelle macro, et celle-là, elle est particulièrement complexe. Par exemple, le cas des Pays-Bas à nouveau, qui sera en Europe, disons, je pense, si on va jusqu'au scénario le plus pessimiste, sera la première victime. Et en même temps, les Pays-Bas étaient assis sur une réserve de gaz, et la réserve est quasiment épuisée. Donc, ils sont comme ça dans une injonction, là aussi, contradictoire. On se remet à brûler du charbon, mais on accélère le problème. Après, ce que j'ai pu constater dans tous les projets d'adaptation que j'ai étudiés, c'est qu'il y a clairement, dans toute adaptation, des perdants et des gagnants. Il y a des territoires qui vont être mieux protégés, puis il y a des territoires qui vont être sacrifiés, parce qu'on va les déclarer comme zones inondables. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas masquer. C'est-à-dire que je pense, et là je m'adresse particulièrement aux politiques et aux chefs de projet, de tout chef qu'il s'agisse, il ne faut pas faire miroiter des projets où tout le monde s'en sort gagnant. Il faut accepter l'idée qu'il y ait des perdants et qu'il y ait des gens qui sont dans la difficulté du fait du changement climatique, mais aussi du fait des projets d'adaptation. Et là aussi, il faut rentrer en discussion. C'est peut-être là que la compensation peut prendre un nouveau sens. Sortir de la compensation de on construit là, et on remet des arbres ici. Comment on compense pour les plus vulnérables? Quelle solidarité. Ouais. Quelle solidarité, ouais, absolument. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter sur ces aspects, Émilie Gascon. Oui, aux compensations, parce qu'on voit que c'est des leviers, mais encore une fois, attention à où, quoi, comment, parce que ce n'est pas parce qu'on va faire telle action ici et la compenser peut-être ailleurs autrement, qu'il va y avoir un lien entre les deux. Donc, mais oui, c'est un outil. On voit aussi que c'est un outil économique pour sensibiliser aussi sur les questions. Quand on parle de services écosystémiques ou de compensation de services écosystémiques, c'est aussi un moyen de commencer à donner de la valeur à ce bien commun qu'est la nature, qu'on ne sait pas vraiment qualifier. Mais c'est un levier d'action. Après, à voir quel est le moteur sociétal qu'on cherche à avoir derrière. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque que vous souhaitez poser à nos invités? Il semble que non. Alors, c'est bien le moment du dernier tour de table. De façon très synthétique, pour vous, quand on sort de cette salle et qu'on a bien compris les enjeux de l'adaptation, de l'importance de ces impacts et l'importance de l'adaptation, quelle idée on garde en tête pour faire avancer les choses, quelle que soit son échelle, qu'on soit élu, architecte, aménageur, chercheur. Alors, c'est pas facile de commencer ni de finir. C'est à la salle qu'il faut demander. Allez, Frédéric Rossano. Non, je dirais, je vais faire la part de l'eau comme on fait la part du feu. Le mot n'est pas de moi, il est de Napoléon III, suite aux grandes inondations. Et ça veut dire deux choses. D'une part, il faut accepter certains dommages et essayer de s'y préparer et mieux les contrôler. Et puis aussi, très littéralement, il va falloir faire de l'espace pour l'eau. Merci à vous. Jean-Luc Léger. Allez, je vais le faire de façon très, très bête. Il faut que nous sachions revivre avec le vivant qui nous domine. C'est le mot nature qui a été utilisé, mais on pensait avoir la main sur le vivant, et c'est le contraire qui se passe, et ça c'est la crise sanitaire qui nous le rappelle, et la prochaine crise sanitaire nous le rappellera encore un tout petit peu plus, et c'est de vivre avec les risques. Nous sommes dans une société qui ne supporte pas l'aléa, qui ne supporte pas le risque, et il va falloir
que nous acceptions l'aléa, le risque. On a beaucoup parlé d'inondations, effectivement, on pouvait parler aussi d'autres problèmes et d'autres catastrophes possibles. Ça va arriver. Donc la question n'est pas de savoir comment on va l'empêcher. On peut éventuellement trouver quelques éléments pour atténuer, mais il va falloir que nous vivions avec. Et il va falloir que nous vivions avec les inondations qui seront de plus en plus fréquentes dans la vallée de la Seine. L'effet bouchon avec la Manche, le niveau d'élévation de la mer dans la Manche, forcément, va faire qu'à un moment, s'il pleut beaucoup, l'eau ne va pas sortir dans la Manche et elle va rester là où elle est, et puis elle va s'étendre sur les bas-côtés. Il faudra que nous vivions avec. Et ça, cette gestion des risques, c'est une culture que nous n'avons pas trop, et c'était ce matin sur les risques industriels, avec les risques naturels, c'est exactement la même chose. C'est une culture à apprendre, et de ce point de vue-là, je vais utiliser un mot, ça serait bien qu'on remette un peu au goût du jour dans les politiques publiques l'éducation populaire pour qu'on l'utilise comme outil d'appréciation et de connaissance et d'appropriation par la population. Très bien, merci à vous, Benoît Léniel. Tout a été dit, c'est clair. Oui, il faut réapprendre à vivre avec les aléas, avec le risque, et essayer bien évidemment de l'atténuer, hein, c'est ce qui a été dit, pour s'adapter au mieux. Les deux mots résument bien la situation. On essaie d'atténuer pour essayer de s'adapter au mieux. Hein, voilà. Et là encore, je rappelle qu'on a 10 ans hein, quand même devant nous. Alors, pas devant nous, puisque c'est 10 ans aujourd'hui et pendant les 10 ans que tout se joue. Hein, voilà. Et donc, dans un an, quand on se retrouve, on partagera les premiers travaux de l'Observatoire multirisque. Ça peut être un beau rendez-vous à donner. S'il existe. Je suis optimiste. Voilà. Émilie Gascon. Oui, alors ça va un peu reprendre tout ce qui a été dit, mais je crois qu'il faut sortir en ayant conscience de la complexité, de l'enjeu, de l'énormité de la chose, mais de ne pas rester figé. Et en fait, se dire... pas être pétrifié, parce que l'échéance se réduit. C'est pas ça va arriver, c'est déjà là. On en sent plus ou moins les effets, mais c'est déjà en cours. Par contre, cette fenêtre, en fait, c'est du multirisque, mais il reste encore une toute petite fenêtre d'opportunité. Mais elle est minuscule quand on voit le temps que les projets se fassent, etc. Mais elle est encore un tout petit peu là. Et donc, il faut sortir en se disant, c'est maintenant qu'on peut apprendre à dialoguer ensemble, apprendre à faire des choses, et qu'on a encore les moyens de transformer des endroits qui peuvent être des chaos. Une inondation, c'est de la boue, c'est pas forcément très, très bucolique. Mais on peut aussi avoir, comme là en arrivant, se dire de rendre de la place à l'eau, c'est aussi des moyens de créer d'autres types de fonctions dans la ville, d'autres types de moyens de communiquer avec son environnement, faire des balades. Bon, c'est pas si désagréable que ça de se dire que le changement climatique passe par des balades le long de l'eau. Enfin, je caricature, je généralise, mais il y a encore des choses qu'on peut faire, et c'est l'occasion même de se dire, c'est quoi un milieu urbain à peu près à la moitié du XXIe siècle, c'est quoi ses fonctions, ses capacités, à quoi ça sert, ça accueille qui, ça sert à quoi, voilà. Un tout dernier mot. Ouais, je suis désolé, mais effectivement, sur des territoires comme le nôtre, on a des marges de manœuvre. Par contre, gardez en tête qu'il y a d'autres territoires dans le monde où